Fidèles téléspectateurs, amis de RPC Média, encore une fois, nous vous disons bonjour et vous remercions de l'attention particulière que vous accordez à notre chaîne. Veuillez vous abonner afin de ne pas manquer l'actualité et manquer nos émissions. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir pour vous M. Yvon Swedi Mutuale, signalant qu'il est doctorant en relations internationales à l'université de Kinshasa. En même temps, c'est un corps scientifique à l'université pédagogique nationale UPEN en sigle. Et avec lui, avec M. Yvon, nous avons le privilège de décortiquer la situation politique en République démocratique du Congo, surtout au regard de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo, les accords de Washington, de Doha, de Luanda, du Kenya. Avec lui, nous allons parler du problème de la nationalité Banyamulenge. Avec M. Yvon, nous allons décortiquer ensemble le problème lié, lié au dialogue inclusif, tant réclamé par l'opposition, les évêques de la CENCO et de l'ECC. Alors, sans plus tarder, nous passons très vite à notre actualité. Alors, veuillez vous abonner pour ne pas manquer certains de nos rendez-vous. Monsieur Yvon, bonjour. Bonjour, merci. Vous vous portez bien? Oui, ça va. Et vous-même, monsieur Fabien? Oui, oui, on se maintient par la grâce du Seigneur. Okay. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et avec vous, nous avions pensé parler un peu autour du sujet de la guerre de l'Est. Parce que c'est un problème on se rend compte que c'est comme si les Congolais doivent accepter et vivre avec cette guerre qui leur est imposée injustement. Et quelle lecture faites-vous au regard d'abord de la guerre de l'Est? Parce que jusqu'aujourd'hui, nos territoires sont toujours sous occupation de l'armée rwandaise. Quelle lecture faites-vous d'une façon générale avec la guerre de l'Est? Bon, merci beaucoup, monsieur Fabien, pour la parole et beaucoup plus pour l'invitation. Je sais que c'est une situation tellement délicate qui devrait nécessairement demander l'attention particulière de tous les Congolais actuellement. Il y en a qui se posent beaucoup de questions autour de ce problème de la guerre à l'est de notre pays, qui dégénère, qui ne promet pas sa fin proche, tout ça. Donc nous avons quand même intérêt à miser sur cette question pour essayer d'éclaircir à toute notre population sur cette question-là. En fait, moi je crois que il est possible, en tant que Congolais bien sûr, nationaliste de mon État, il est possible que la guerre de l'Est prenne fin. Contrairement à ce que les autres ont déjà commencé à penser dans leur désespoir, où ils sont à court de leur patience, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à cette guerre, c'est d'abord la position de nos agresseurs, leur détermination dans l'agression, n'est-ce pas, de cette partie de notre pays. Vous allez comprendre que Paul Kagame d'abord, le président... Oui, parce que c'est lui l'investigateur de cette guerre. Voilà, Paul Kagame d'abord, le président rwandais, avec tous ses amis ou collègues avec lesquels ils ont grandi ou ils ont étudié en Ouganda. Là, vous parlez de Museveni. De Museveni, les autres. Oui, oui, de Bosco Ntaganda et les autres qui ont étudié, n'est-ce pas, sous la houlette de Museveni, bien sûr, hein, le président ougandais. Alors, lorsqu'ils étaient en exil en Ouganda, ils étaient sous l'encadrement de Museveni. Et à ce moment-là, ils étaient en train d'être formés militairement et de manière aussi stratégique, avec un objectif précis. Dans ce sens que, comme à cette époque, c'était un Hutu qui dirigeait l'État rwandais, notamment Habyarimana, que vous connaissez très bien. Donc, qui a été assassiné, oui, bien oui. La fin terrible. Ok, d'accord. Et donc, ils étaient formés pour récupérer le pouvoir au sommet de l'État rwandais, mais aussi avec une mission connexe qui consistait, n'est-ce pas,
à envahir les espaces de l'Est de notre pays, d'autant plus que, selon leur formation suivie, il est impossible que le Rwanda arrive à se développer sans se déployer à l'Est de la RDC. Ce qui fait que lorsque le FPR, donc le mouvement de Kagame, qui avait attaqué bien sûr Museveni à cette époque, a attaqué au Rwanda, au moment bien sûr, c'était déclenché au moment de la mort d'Habyarimana. Quand ils sont entrés au Rwanda, ils étaient en train de pousser la population à se diriger vers les territoires congolais. Et dans l'objectif, bien sûr, de prévoir une balkanisation dans les jours à venir. Et l'objectif qu'ils avaient, c'était que, même si nous arrivons à la tête du Rwanda, il sera impossible pour nous, le Rwanda, de nous développer si nous n'arrivons pas à récupérer les terres qui sont reconnues être celles de la République démocratique du Congo, tellement riches en ressources minières. Voilà. C'est-à-dire que le Rwanda connaît très bien qu'il est impossible qu'il se développe sans la RDC. Et c'est dans cette mission-là que les FPR, en entrant au pouvoir, ils avaient une mission connexe qui était de peupler la population rwandaise et majoritairement Tutsi à l'est de la RDC dans la prévention d'une balkanisation dans les jours qui vont venir. Ce qui fait que, d'abord par le nom du Rwanda, ça vient c'est le substantif du verbe Kwanda, qui signifie s'élargir. Oui. C'est-à-dire que nous sommes petits, mais nous serons en train de nous élargir et devenir grands, influencer même sur l'environnement international. Voilà. C'est même ça l'idéologie avec laquelle on est en train de former la jeunesse rwandaise et dès le bas âge, notamment dès l'école primaire. Ils commencent à inculquer cette idéologie dans les enfants. Ils grandissent avec ça. Même si aujourd'hui Kagame n'est plus au pouvoir, vous devez savoir que c'est une idéologie qui est inculquée dans le Rwanda, en l'occurrence les Tutsis, qui sont appelés à s'élargir. S'élargir là, bien sûr, c'est récupérer les territoires voisins des États côtiers. Beaucoup plus la RDC, que l'on connaît comme étant un pays riche, à même de nous faire développer. C'est comme ça que, pour certains, ils pensent que la guerre de l'Est ne peut pas prendre fin, d'autant plus que la détermination que ces gens ont ne promet pas une fin proche. Prof, je me rappelle bien à l'époque, je sais que lors de l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960, il y avait l'ancien président Mobutu qui a attribué la nationalité congolaise à quelques étrangers qui résidaient déjà le territoire national à l'heure de l'indépendance. Okay. Est-ce que ça peut avoir, quel rapport ça peut avoir avec, parce qu'aujourd'hui on parle de Banyamulenge bien sûr, oui. Alors pouvez-vous avoir une historique depuis quand les Banyamulenge sont devenus des Congolais, ou soit parce que nous avions entendu le président de la République leur attribuer cette nationalité. Et si c'est documenté et qu'il y a des preuves que ce sont nos frères congolais, alors pourquoi les gêner? Pourquoi ne pas les laisser être à l'aise sur leur territoire, et puis s'ils sont congolais bien sûr? Bon, sur cette question de Banyamulenge, monsieur Fabien, il y a à boire et à manger. Dans ce sens que, d'abord, il faut partir du peuplement des Banyamulenge à l'est de notre pays, dans les montagnes qu'on appelle les montagnes de Mulenge, là où ils logent. Alors, ils sont d'abord partis à l'époque coloniale où le Belge était en train d'organiser la migration des Banyamulenge du Rwanda vers les territoires de notre pays, dans le contexte d'une main-d'œuvre économique accrue pour faciliter à la mission d'exploitation minière d'aller rapidement avec la main-d'œuvre des Tutsis rwandais
Et là, c'est déjà dans les années 60. Oui, oui, non, c'était pendant la colonisation. Pendant la période de Oui, 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 oui. Maintenant, avec ce déploiement à l'est de Banyamulenge, de Tutsi, bien sûr, en 1971, je crois bien, l'ordonnance présidentielle 0072 de 1971, le président Mobutu avait signé une ordonnance pour octroyer la nationalité zaïroise aux Tutsis qui étaient à l'Est de devenir zaïrois. Vous voyez, cette décision qui a déplu à la population autochtone de l'Est de notre pays, qui a poussé même le président Mobutu de revenir sur cette décision en 1981, d'autant plus qu'il avait imité le président ivoirien à cette époque, qui avait aussi pris la même décision avant lui en 1970, d'octroyer la nationalité ivoirienne à tous les étrangers qui se retrouvaient sur le sol. Et ça, vous parlez de quel président encore? Houphouët-Boigny. Oui, Houphouët-Boigny. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça qui a amené le président Mobutu à faire de même dans le contexte, bien sûr, de consolider l'unité africaine. Mais une décision qu'il a revue en 1981, d'autant plus que la population l'a fait réfléchir, cette décision était une mise en insécurité de notre population qui vit à l'Est, et puis un octroi indirect de nos terres à la population qui n'appartient pas à notre pays. Ce qui pose problème. Jusqu'à aujourd'hui, les Tutsis qui sont à l'Est, qui occupent ces montagnes-là, sont en train toujours de réclamer la nationalité congolaise de ce côté-là. Ben, la question qui se pose, d'abord, dans notre constitution actuelle, dans l'article 10 et 11, il est prévu que toute personne considérée étrangère qui s'est retrouvée sur le sol congolais pendant la décolonisation devrait automatiquement avoir la nationalité congolaise, ce qui est renforcé même d'ailleurs avec les organisations internationales des droits humains qui renforcent cette mesure-là. Mais la question qu'il faut se poser ici, si les Banyamulenge se réclament d'être congolais, eh bien en fait, même on dit ceux qui sont avec nous dans la Bible, on dit ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et ceux qui sont avec nous, ceux qui ne sont pas contre nous, sont contre nous. Ceux qui sont avec nous sont pour nous. Voilà pourquoi je dis que est-ce que le rôle que jouent les Banyamulenge depuis leur arrivée sur le sol congolais contribue à la consolidation de l'unité nationale de la RDC? Est-ce que ça contribue à la sécurisation des frontières de notre pays? Non. Pourquoi? Parce que les rapports des Nations Unies, les rapports des organisations des droits humains démontrent toutes les années combien les Tutsis Banyamulenge contribuent sensiblement au renforcement des capacités des groupes rebelles à l'est de notre pays, dans les contextes de logistique, renforcement, dans les contextes de recrutement, vous voyez un peu. Donc, ils sont là chaque fois que les groupes armés entrent pour créer l'insécurité, pour pérenniser les tensions à l'est de notre pays. Les Banyamulenge ont toujours joué un rôle très louche. Ce qui ne nous permet pas, même si nous pouvons avoir la volonté, de les considérer comme nos frères, comme des gens à qui on peut octroyer la nationalité congolaise. C'est pour cette raison-là que moi, à mon avis, je trouve que il est rationnel et logique que l'on change les dispositions de notre constitution dans ce sens qu'on ne doit pas reconnaître à ces gens la nationalité congolaise, parce que ça sera une façon de mettre sous pression et puis laisser en désuétude l'espace de notre pays dans une insécurité pérenne qui ne promettra aussi pas une fin proche. Ce qu'il faut faire, c'est d'éradiquer ces dispositions constitutionnelles. Les Banyamulenge doivent être considérés toujours comme des étrangers, et s'il faut prendre des mesures pour les rapatrier chez eux au Rwanda, ce sera la mesure la plus proportionnelle par rapport aux enjeux de l'ère. Donc, c'est-à-dire que si je vous ai bien entendu, selon les remarques que nous faisons sur, dans la classe congolaise, surtout la classe politique,
cet acharnement qui se trouve derrière le changement de la Constitution, il semble qu'ils sont déjà informés de cette situation. C'est-à-dire que le peuple congolais, il y a certaines personnes qui vivent en complexité. Ils veulent normaliser ou octroyer cette nationalité-là euh, coûte que coûte à ces Banyamulenge. Parce que j'ai déjà entendu sur une chaîne de télévision les gens dire que vous voyez le mot Banyamulenge, Bena, c'est comme chez nous, dans le Grand Kasaï, Bena, Banya, Mulenge, Banya. Donc, ce sont des préfixes, c'est un seul nom composé d'un préfixe qui a une originalité purement congolaise. Bon. Est-ce que ces gens-là, ils sont aussi en contact avec eux? Donc, c'est une complicité alors. Parce que nous voyons cet acharnement contre les changements de la Constitution. Bon, par rapport au préfixe que vous venez de faire allusion, vous savez que les langues qui sont parlées par les Tutsis, les Hutus, sont des mêmes aussi parlées en RDC. Oui, oui. D'autant plus qu'au moment du découpage territorial, il y a les gens de ces mêmes langues qui se sont retrouvés ici chez nous. Mais le problème, c'est leur origine, voilà, et le rôle qu'ils jouent dans notre pays. Est-ce que ça nous donne le courage? Ça donne aux Congolais cette volonté de le considérer comme étant leur frère? Reste à se poser cette question. Alors, moi, je me dis, comme vous parlez du changement de la Constitution, parmi les causes profondes qui peuvent nous amener à changer cette condition figure de ces problèmes de Banyamulenge. Et aussi longtemps que le président en place, Félix Tshisekedi, affirme à haute voix que les Banyamulenge sont des Congolais. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est en même temps dire quelque chose de son contraire? Si on doit changer cette constitution, dorénavant, la nationalité Banyamulenge n'existera plus, tout en les reconnaissant comme Congolais. Bon, le président, je crois qu'il se trouve un peu coincé par les réclamations de ce peuple, d'autant plus que lui-même, c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir avec une volonté de paix, donc de pérenniser la paix à l'est de la RDC. Donc, je crois qu'il n'avait pas approfondi cette question-là parce que je me rappelle en 2020, au mois de février, il était à Londres où il s'est entretenu avec la diaspora de Londres par rapport à cette question-là des Banyamulenge, en promettant que, parce que la diaspora était un peu sceptique par rapport à cette question, en promettant que non, je vais aller sur place, je vais échanger avec les notables qui sont là-bas pour voir dans quelle mesure nous allons prendre des décisions. Donc c'est un problème qui n'a jamais été approfondi, prof. C'est un problème qui existe depuis longtemps, que tous les présidents qui se sont succédés ont échappé. Et le président Tshisekedi voulait trouver une solution définitive par rapport à cette question-là. Et moi, en tant que citoyen congolais, je les conseille de ne pas aller dans ce sens-là, parce qu'il doit quand même observer le rôle que les Banyamulenge jouent depuis longtemps dans notre pays. Ça serait une façon de mettre en insécurité la population congolaise qui se trouve de ce côté-là. Et les Congolais qui sont en train d'argumenter dans le sens de reconnaître au Banyamulenge la nationalité congolaise, moi je trouve qu'il y a des raisons qui les poussent à le faire. C'est-à-dire, la première chose, c'est l'ignorance, parce qu'ils ne savent pas comprendre les contours, l'origine, les projets lointains qui a fait à ce que ces gens occupent ces espaces. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, on va faire recours à l'histoire. Voilà, il faut faire recours à l'histoire, examiner les faits historiques pour tirer des dividendes et puis donner des perspectives durables qui garantissent la sécurité de notre population. Vous voyez un peu. Ça, c'est encore un grand sujet sur lequel nous allons nous attarder dans les prochaines émissions, avec certaines de vos collègues aussi. Maintenant, passons un peu au problème de l'accord de Doha. 3 jours après la signature de l'accord de Washington, le territoire d'Ouvira, la ville d'Ouvira tombe sous les mains des rebelles du M23. Le M23 AFC, sous l'accompagnement de l'armée rwandaise. Alors, est-ce que cela n'encourage pas ceux qui sont dans la logique du dialogue inclusif national, pour vous dire, au regard de faits que nous observons sur le terrain, ces accords-là ont accouché d'une souris, comme on le dit. Alors il faudrait maintenant rentrer au niveau interne pour trouver
des compromis pouvant nous amener vers la paix durable en République démocratique du Congo, parce qu'au regard de tous ces accords au niveau international, ça n'a pas abouti. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Bah, Monsieur Fabien, vous devez savoir que dans les méthodes de régulation des conflits internationaux, nous avons différents moyens de régler les conflits. Nous avons des moyens politiques, des moyens d'abord pacifiques, et puis nous avons des moyens fâcheux. Alors, des moyens pacifiques, nous avons déjà apuré toutes ces étapes-là. Nous avons par exemple, en premier lieu, les négociations. Les négociations, c'est quand des parties, des antagonistes se croisent pour trouver solution aux problèmes qui les mettent aux prises dans des contextes de conflits. Et cette étape est passée, pourquoi? Parce que le président Tshisekedi, en entrant au pouvoir, il a fait de tout son mieux pour rapprocher son homologue Kagame afin qu'il trouve une solution en amiable. C'est que Kagame n'a pas obéi à cette démarche. Comment devrions-nous passer à la dissuasion aussi longtemps que nous n'avions pas une armée? Vous avez vu les replis stratégiques, vous avez vu la trahison, l'infiltration, il y a tant d'étapes au sein de notre armée. Comment nous devons passer à cette étape que vous considérez comme étant fâcheuse pendant que nous n'avions pas grande chose dans l'armée, et au regard de tout ce qu'ils ont comme financement, amélioration des conditions de vie, aujourd'hui nous ne sommes plus sous l'embargo d'acheter les armes. Alors pourquoi cette situation doit continuer? Comment devrions-nous rester sur le volet de prendre une décision sous cet aspect-là? Vous allez d'abord me permettre de terminer. Alors, en dehors des négociations, nous avons ce que nous appelons les bons offices. C'est un moyen de régulation des conflits qui consiste à faire intervenir une tierce personne, qui peut être une personne physique ou soit une organisation internationale, qui puisse intervenir de manière à proposer des pistes de solutions afin de trouver la paix poursuivie dans la démarche. Nous avons aussi ce qu'on appelle la médiation. La médiation, c'est que le président angolais a joué pendant longtemps. La médiation, c'est presque la même chose avec les bons offices, c'est-à-dire qu'on fait intervenir une tierce personne, mais cette fois-ci, il n'est pas obligé seulement de mettre les deux antagonistes ensemble, mais il peut aussi mener des démarches de gauche à droite pour étudier la situation, étudier les deux intentions, afin de proposer des solutions. Ce que le président Lorenzo Aya joué comme il se devrait, parce qu'il venait souvent ici faire des échanges avec le président Tshisekedi. En même temps, il prend l'avion, il part au Rwanda pour négocier. Tout ça, c'est ce qu'ils ont fait. En fait, nous avons aussi ce que nous appelons la conciliation, c'est-à-dire c'est une étape finale. Lorsque nous avons trouvé que nous avons suivi les étapes pour arriver à mettre d'accord les deux antagonistes sur des solutions de paix, quand on trouve que ça a produit, on les pousse maintenant à ce qu'on appelle la conciliation. Définir des nouveaux objectifs qui garantissent la paix et l'avenir dans les relations bilatérales ou multilatérales, s'il faut le dire. Mais maintenant, ces étapes sont passées. Pourquoi? Parce qu'on a apuré toutes ces étapes. Nous avons aussi les moyens juridiques, nous avons l'arbitrage, les moyens juridiques de régulation des conflits, l'arbitrage, qui consiste, n'est-ce pas, à faire intervenir, bien sûr, une tierce personne, mais cette fois-ci, qui est censée prendre des décisions qui seront d'une obligation d'obéissance aux parties en conflit. Vous voyez un peu ce qui est déjà aussi passé. Nous sommes maintenant. Il y a aussi ce qu'on appelle les moyens judiciaires. Les moyens judiciaires qui consistent maintenant. Ça, c'est maintenant la Cour internationale de justice qui est chargée, qui est habilitée à jouer ce rôle-là. C'est-à-dire qu'infliger certaines sanctions aux États concernés pour les pousser à bout. C'est-à-dire pousser celui qui est considéré comme agresseur à prendre une position contraire à ce qu'il est en train de mener. Maintenant, ici, nous avons le moyen fâché, comme j'appelle, nous avons la coercition non militaire. La coercition non militaire, c'est toujours
l'Organisation des Nations Unies qui est habilitée par l'entremise de la Cour internationale de justice, qui doit, c'est dans l'article 42 de la Charte des Nations Unies qui prévoit que la Cour internationale de justice a la possibilité d'infliger des sanctions lourdes pour pousser celui qui est considéré comme un État sceptique et puis agresseur de prendre le recul. Vous voyez, ça aussi c'est une étape. Mais maintenant, nous ne sommes même plus à ce niveau-là. Nous sommes maintenant au niveau de la coercition militaire. C'est-à-dire quoi? L'Organisation des Nations Unies doit prendre des décisions militaires actives, c'est-à-dire déployer les troupes militaires pour contraindre l'État qui se comporte comme têtu vis-à-vis des accords signés de paix. Et ce que nous attendons jusqu'ici, qui n'est pas encore réalisable. Vous parlez des accords des États-Unis d'Amérique, que moi je considère encore jusqu'ici comme étant une manigance de l'Occident, dans ce sens que... Quand les États-Unis nous roulent. Oui, c'est mon analyse, c'est mon analyse. Oui. Les États-Unis nous roulent dans quel sens? Nous devons... Je crois que le président, en faisant ce voyage, il était parti avec les experts en matière de droit qui pouvaient étudier en profondeur les clauses des accords. Parce que nous migeons nos regards, notre attention sur, n'est-ce pas, la philosophie des clauses de ces accords. Vous voyez un peu, nous ne sommes pas sur l'aspect procédural comme le juriste le font. Nous sommes sur la motivation, l'esprit, la sagesse qui est cachée derrière ces accords. Moi, je suis indigné par une situation par rapport à ces accords entre la RDC et le Rwanda et sous la médiation de Washington. Pourquoi est-ce que dès quand les rebelles du M23 AFC avec l'armée rwandaise se sont accaparés de la ville de Vira, il y a eu le gouvernement américain à travers son président Trump qui ont réagi, qui ont demandé les retraits immédiats. Mais pourquoi ce retrait n'est pas aussi exigé pour la ville de Goma, pour l'autre territoire de l'autre côté, Bukavu? Pourquoi cela n'a pas été exigé? Bon, d'abord, vous devez savoir, vous devez comprendre la politique qui existe, les relations bilatérales qui existent entre les États-Unis et le Rwanda. Vous voyez, à l'époque de la bipolarité, ce qu'on appelle la guerre froide, c'est Mobutu qui était comme un élément satellite qui représentait les intérêts capitalistes dans la sous-région. Vous voyez? Et les États-Unis se sont beaucoup servis de lui à cette époque dans l'affrontement avec le bloc communiste sur le continent africain. Mais après un moment, après juste la bipolarité, je crois dans les années 90-91, les États-Unis ont compris que Mobutu se détournait petit à petit de la vision des États-Unis qui était de sauvegarder les intérêts capitalistes dont l'État satellite, c'était les États-Unis. Et en comprenant cela, ils ont commencé à le tourner de haut et à la recherche d'un nouveau satellite. C'est là qu'ils sont tombés sur Kagame. Mais par quelle procédure? Il fallait qu'on renforce l'armée parce que l'objectif final était de trouver un accès libre sur les ressources minières qui se trouvent à l'est de notre pays. Alors, qui pourra nous permettre d'avoir encore accès là-bas? C'est comme ça qu'ils ont renforcé l'AFDEL, de faire tomber Mobutu. L'AFDEL qui est entré avec le concours de l'armée rwandaise et ougandaise, même burundaise, qui a fait partir Mobutu. Et les États-Unis pensaient que Kabila, en signant les accords de partenariat économique avec les États-Unis, pouvait répondre favorablement aux attentes des États-Unis que Mobutu n'a pas pu répondre. Et quand Kabila est arrivé au pouvoir, il a fait montre d'une attitude de désintéressement vis-à-vis des Occidentaux. Ce qui a encore déplu aux États-Unis, c'est comme ça qu'on a armé le Rwanda pour faciliter à ce que
la finalité, l'objectif visé par les États-Unis soit toujours atteint, l'accès aux ressources minières de la RDC. C'est depuis ce temps que Kagame joue le rôle d'un État satellite capitaliste des États-Unis pour l'accès aux ressources minières de la RDC. Mais maintenant, aujourd'hui, avec la dénonciation du président Tshisekedi, qui est en train de crier à haute voix, dénonçant que Kagame et l'armée rwandaise comme étant une armée qui nous agresse. Pas seulement ça, qui vole nos minéraux pour l'intérêt des Occidentaux. Voilà, des Occidentaux. Maintenant que Tshisekedi procède par cette voie-là pour dévoiler au vu de l'environnement international le rôle que le Rwanda joue, les États-Unis reconnaissant, parce que vous devez savoir, les États-Unis pendant tout ce temps, ils ont joué un rôle de partenariat, de soutien stratégique au Rwanda, en train de donner des sommes colossales au Rwanda à travers d'autres secteurs approximatifs, notamment l'éducation, l'agriculture et autres, mais c'était d'une manière indirecte de financer la rébellion à l'est de la RDC. Vous voyez, c'est un rôle que les États-Unis ont joué depuis longtemps. Maintenant qu'ils sont obligés de jouer un autre rôle, d'être un État partial, un État sans tendance. Est-ce que ce n'est pas parce que Tshisekedi les a mis à nu pour leur faire voir que, mais écoutez, vous ne pouvez pas aller venir toujours en cache-cache. Il faut, moi je vous ai lancé une base gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas encore transiger ou bien sous-traiter les minéraux derrière les nations qui sont en train de piller comme le Rwanda. Mettre à nu, oui. Mais le problème qui se pose là, c'est que tout ce que le Rwanda a fait pour nous, est-ce qu'on devrait, nous devions nous révolter farouchement de cette manière au Rwanda seulement parce que la RDC est en train de l'accuser pendant que il nous a servi pendant beaucoup d'années. C'est ce qui justifie les freins dans l'agissement des États-Unis sur le sol congolais. Je voudrais relever un problème. Si vous lisez les accords de Washington, oui, vous n'allez pas voir là où on identifie le Rwanda comme étant agresseur en RDC. On l'identifie plutôt comme un État qui est sur le sol congolais pour des raisons défensives, c'est-à-dire se défendre contre les troupes de l'AFDEL qui n'existent presque plus. Ouais. Vous allez réfléchir avec moi dans ce sens que le Hutu qui s'était réfugié en République démocratique du Congo à cette époque, juste après les génocides au Rwanda, à l'époque du génocide bien sûr, aujourd'hui nous sommes en 2025, c'était en 1994. Voilà. Est-ce que ces combattants sont encore virils pour continuer à être les agents d'insécurité pour l'État rwandais? Je ne pense pas. C'est en cela que je voudrais ajouter, est-ce que le FDLR constitue une menace exactement pour le Rwanda? Non, je ne pense pas. C'est pour cette raison que les États-Unis n'acceptent pas d'identifier le Rwanda comme étant agresseur. Mais dans cet accord Et dans ces accords, vous allez constater que on pousse les deux États à trouver des solutions communes dans des problèmes qui les mettent aux prises dans le conflit. Mais sans pour autant identifier le Rwanda comme étant un pays agresseur. Je vous remets la parole. Dans cet accord de Washington, il y a quelque part une disposition qui stipule en disant que les deux parties sont censées respecter l'intégrité du territoire national. Et là, avec le cas spécifique, on parle de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ne serait-ce pas un moyen de divulguer le Rwanda et l'exposer pour l'identifier clairement comme l'agresseur principal de la RDC? Mais si vous lisez ces accords, quelle est l'unité que l'on considère selon la perception de ces accords comme étant élément dangereux sur le sol congolais? C'est l'M23. Ce n'est pas le Rwanda. Alors que le président
Tshisekedi est dans la démarche d'identifier le Rwanda comme étant un pays qui agresse la RDC. Ce qui a échappé même aux accords de Washington. C'est pourquoi... C'est-à-dire les experts en matière qui ont accompagné le président. C'est pourquoi j'ai dit ceci. N'étaient pas attentifs par rapport à ces dispositions. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il a amené avec lui toute une équipe, mais qui n'était pas à la hauteur de dénicher l'intelligence cachée derrière ces accords-là. Monsieur Fabien. Prof Yvon Souedi, je suis très heureux de cet exposé magistral qui a été vraiment d'un bénéfice très important pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas, c'est comme je l'ai toujours dit, la classe politique congolaise a besoin d'un rajeunissement et d'un nouveau élite qui doit aider la nation à avancer. Un autre son des cloches, des personnes qui sont exactement bien formées, qui sont vraiment professionnels dans la matière, qui peuvent accompagner la nation, le président de la République, à accomplir certains actes. Parce que les institutions passent et les hommes restent. C'est-à-dire aujourd'hui, si l'institution président de la République partait, nous aurons toujours le même problème de la guerre de l'Est qui va traîner dans nos murs, d'où il faudrait des intelligences vraiment avérées, pointues, afin d'identifier les véritables problèmes. Et quand ils vont à négociation, que ce soit des solutions qui réfléchissent pour l'intérêt de la République. Mesdames et messieurs, je voudrais donner la dernière parole. Prof, regardez la caméra. Alors, à la nation congolaise qui vous attend, bientôt, nous allons dans 4 jours, précisément 5 jours, nous allons entrer dans le nouvel an. Alors, quel est votre souhait? Alors, quel est le mot que vous voulez adresser, surtout à ce peuple congolais qui est agressé par le Rwanda? Merci beaucoup, Monsieur Fabien. Par rapport à cette question, j'ai des propositions qu'il faut fournir. Oui, en même temps les propositions. J'ai des propositions qu'il faut fournir. Vous savez, anciennement là, lorsque un parent se rendait compte qu'il a mis au monde des belles filles qui sont enviables par les hommes et consorts, les garçons du quartier. Par les garçons du quartier, il devrait se procurer des animaux féroces, c'est-à-dire des chiens méchants qui peuvent servir de sécurité pour les enfants. C'est la même chose que nous devons faire pour la RDC. La RDC, c'est un pays tellement riche que si nous ne sommes pas conséquents de bien miser sur les systèmes sécuritaires, alors nous serons toujours exposés aux dangers continuels. Je suis d'ailleurs en train de féliciter le président de la République, les démarches qu'il est en train d'entreprendre pour renforcer les capacités militaires de notre armée, qui ne se limite pas ici parce qu'il est en train de rencontrer toutes sortes de difficultés. Mais, bon, en fait, je sais quand même voir ce qu'il fournit comme effort. Il faut juste... La faiblesse de notre armée, bien sûr que d'un côté, c'est les traîtres qui sont en train de nous trahir, tout ça. Mais il y a un aspect que l'on néglige beaucoup, moi j'ai constaté ça, c'est l'aspect de l'espionnage et du contre-espionnage. Vous voyez? Parce que j'ai étudié le déroulement de ces conflits pendant un certain moment. Nous avons des services de sécurité qui sont toujours surpris par les attaques des Rwandais, les attaques des groupes rebelles. Nous n'avons jamais été capables de comprendre en avance, en amont, leur politique. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous n'avons pas encore réussi à développer les capacités de l'espionnage. Je propose au président de la République, je pense que nous sommes entourés par beaucoup de pays, je propose que l'on forme des jeunes qui doivent maîtriser les langues nationales de tous les pays qui nous entourent pour nous servir de sécurité, voilà. des services de sécurité, des services de renseignement. Vous voyez, hein? Ça va nous aider à avoir la maîtrise sur le mouvement, tout mouvement qui peut se concevoir dans un pays ou un autre, à un moment ou à un autre, contre notre pays, d'autant plus que nous savons ce que nous sommes. Aussi longtemps que les États ne nous laisseront pas en paix par rapport à ce que Dieu a fait de nous, nous devons monter des services de sécurité proportionnels à ce que Dieu a fait de nous. Et les services de contre-espionnage consistent à sauvegarder les informations stratégiques de notre armée. J'ai entendu pendant le déroulement ce que nous faisions ici, la politique qui se monte ici,
la politique militaire et politique qui se monte ici dans notre pays, que ce soit à l'Est ou au niveau national. Nos ennemis de l'autre côté étaient bien informés de toutes ces techniques-là. Je me suis dit, mais est-ce que nous n'avons pas vraiment un service de contre-espionnage efficace? C'est une matière qu'il faut beaucoup miser beaucoup de moyens pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à installer un système de sécurité adéquat. Là, en tout cas, c'est une proposition que je donne. Quant à la jeunesse congolaise, nous devons nous sentir imprégnés d'une obligation grave d'éradiquer toute interprétation aquariâtre de mouvement du président de la République dans les démarches qu'il entreprend, et aussi asphyxier toute conviction négative que les politiciens, les invertébrés politiques sont en train d'inculquer dans la jeunesse pour les gens qui n'ont pas de vision politique légitime à même de répondre aux besoins de la population congolaise. Nous devons être derrière le président de la République, le soutenir et montrer notre disponibilité pour amener à bon port la vision qu'il porte. C'est ce que moi, je peux proposer. Merci beaucoup, M. Fabien. Merci, le docteur Yvon Souedi. Nous sommes très reconnaissants de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, voilà un autre candidat. Je vous présente les intelligences nouvelles avec une expertise considérable dans toute cette matière par rapport à l'espionnage, contre-espionnage et tout ça pour aider la République. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Je suis très heureux de vous communiquer que nous aurons un deuxième numéro avec le docteur Yvon Souedi ici, et nous allons un peu nous élargir. Alors, par rapport au temps qui nous a été imparti, nous sommes obligés d'arrêter ici. Merci, que Dieu vous garde. Au revoir et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Merci.